Le téléphone sonna comme un glas dans la nuit parisienne. Et quand je vis le nom de ma mère s'afficher, mon cœur se serra comme si le monde entier s'effondrait. Sophie. Ma chérie. C'est la fin. Tout est perdu. Camille a tout ruiné. Reviens. Sauve-nous. Je t'en supplie. Sa voix, brisée par les sanglots, transperça l'écran. Et en un instant, les années de silence et de rancœur ressurgirent, me ramenant à cet après-midi fatidique où elle avait lu le testament, léguant l'empire familial à ma sœur aînée, me laissant moi, l'ombre invisible, avec rien d'autre que mes rêves brisés. Ce soir-là, sous les lumières tremblantes de mon appartement du Marais, je sus que le destin, cruel et impitoyable, m'appelait enfin à prendre ma place. Non par vengeance, mais par cet amour filial que j'avais enfoui sous des couches de douleur. Les rues de Paris étaient noyées sous une pluie automnale incessante, transformant les pavés en miroirs brisés qui reflétaient les néons des cafés et les ombres des passants pressés. J'avais fui la famille 5 ans plus tôt, après cette lecture du testament qui avait sonné comme une sentence de mort. Élise. Ma mère. Fondatrice de Maison Duval. Une maison de couture légendaire née dans les ateliers du quartier latin. Avait bâti son empire sur des robes qui caressaient la peau comme des murmures d'amour interdits. Des créations fluides, audacieuses, qui avaient habillé les icônes de la mode française. Des stars de Cannes aux élégantes de la place Vendôme. Et pourtant, dans l'intimité de notre hôtel particulier du 7e arrondissement, elle avait choisi Camille, ma sœur, pour porter ce flambeau. Camille a le flair, le charisme, avait-elle dit d'une voix ferme, ignorant mes larmes silencieuses. Moi, Sophie, la rêveuse, la sensible, celle qui préférait les croquis secrets dans son carnet à l'agitation des podiums. J'étais reléguée au rôle de fantôme. Ce soir-là, alors que je marchais vers la gare de Lyon, un sac à dos rempli de regrets sur l'épaule, je repensais à Amélie. Cette femme aux yeux verts comme la Seine au crépuscule, que j'avais rencontrée dans un atelier clandestin de Belleville. Amélie. 30 ans. Française d'origine bretonne. Avec ses tatouages discrets de vagues sur les avant-bras et son rire qui faisait fondre les barrières de mon cœur. Notre premier baiser, volé derrière un rouleau de soie rouge, avait été le début d'un amour qui défiait les conventions familiales. Un amour lesbien pur, ardent, qui m'avait donné la force de partir. Tu n'es pas faite pour leur chaîne, Sophie, m'avait-elle murmuré, ses lèvres effleurant les miennes. Mais maintenant, avec l'appel de ma mère résonnant encore dans mes oreilles, je me demandais si cet amour suffirait à affronter le chaos qui m'attendait. Le train pour Avignon filait à travers la campagne provençale. Et je sentis les premiers signes de la tempête qui s'annonçait. Les journaux en ligne que j'avais lus en route parlaient d'un scandale retentissant, Maison Duval accusée de plagiat massif, de corruption dans les chaînes d'approvisionnement. Et pire, d'une liaison torride de Camille avec un investisseur russe qui avait tourné au chantage. Les photos floues montraient ma sœur, radieuse mais hagarde, quittant un hôtel de la Côte d'Azur au bras d'un homme au regard sombre. Élise, dans son communiqué larmoyant, niait tout. Mais les actions de l'entreprise chutaient comme des feuilles mortes. C'est toi, Sophie. Toi seule qui peux nous sauver, avait-elle ajouté au téléphone. Sa voix un mélange de supplication et de fierté blessée.
Moi, qui n'avais jamais foulé les couloirs de l'entreprise sinon pour y déposer mes croquis ignorés. C'était une ironie cruelle. Un retournement qui faisait de moi l'héroïne malgré moi. À mon arrivée à la villa familiale, perché sur les collines de Gordes, le Luberon s'étalait comme un tableau impressionniste. Avec ses champs de lavande fanés et ses cyprès sentinelles. Mais l'air était lourd. Chargé d'odeurs de terre humide et de secrets pourris. Élise m'accueillit sur le seuil. Vieillie de 10 ans en une nuit. Ses mains tremblantes serrant les miennes. Ma fille. Pardonne-moi. Murmura-t-elle. Et pour la première fois, je vis dans ses yeux verts, si semblables aux miens, la vulnérabilité d'une femme qui avait tout sacrifié à son ambition. Camille était absente, terrée dans sa suite. Mais son ombre planait partout. Comme un parfum trop capiteux qui étouffait l'air. Nous parlâmes tard dans la nuit. Assise dans le salon aux murs tapissés de soieries anciennes. Élise raconta comment Camille, ambitieuse et charismatique, avait pris les rênes avec panache, multipliant les contrats, mais aussi les erreurs. Elle a aimé trop fort. Sophie. Cet homme, Dimitri, l'a piégée avec des promesses. Et maintenant, les faux documents circulent, accusant l'entreprise de blanchiment. Ces mots étaient hachés, entrecoupés de larmes. Et je sentis une pointe de compassion percer ma carapace de ressentiment. Car au fond, Élise n'avait pas choisi par mépris. Elle avait cru protéger son legs en le confiant à celle qui semblait la plus forte. Mais la force, appris-je ce soir-là, n'est pas dans l'apparat, mais dans la résilience du cœur. Le lendemain, je rencontrai Camille dans le jardin, où les rosiers grimpants luttaient contre le vent mistral. Elle était là, adossée à un olivier centenaire, fumant une cigarette avec une nonchalance feinte. À 32 ans, elle était l'incarnation de l'élégance provençale, tailleur pantalon cintré. Cheveux blonds cascadant en boucles rebelles. Mais ses yeux, gonflés par le manque de sommeil, trahissaient la tempête intérieure. Alors, la petite sœur prodigue revient en sauveuse. Maman t'a fait son numéro de veuve éplorée. Sa voix était un mélange de sarcasme et de désespoir. Et pourtant, en la voyant ainsi, je revis l'enfant qu'elle avait été, protégeant sa cadette des orages familiaux. Nous nous assîmes sur un banc de pierre. Et pour la première fois depuis des années, nous parlâmes vraiment. Camille avoua tout, l'amour fou pour Dimitri. Un mirage de passion qui avait commencé lors d'un défilé à Monaco. Et qui s'était mué en piège. Il m'a promis le monde. Sophie. Mais il voulait juste nos secrets. Nos fournisseurs en soie éthique du Vietnam. Les larmes coulèrent enfin. Et elle posa sa tête sur mon épaule. Un geste d'abandon qui brisa les dernières barrières entre nous. J'ai tout gâché. Et toi? Avec tes croquis. Tes idées folles sur des robes qui libèrent les corps. Pas qui les emprisonnent. Peut-être que c'est toi qui aurais dû hériter. Ces mots me touchèrent plus profondément que je ne l'admettais. Depuis mon départ, j'avais vécu à Paris avec Amélie. Dans un petit atelier où nous créions des pièces uniques pour des femmes qui osaient aimer comme elles le souhaitaient, des tenues fluides. Androgynes. Qui célébraient l'identité fluide. Notre amour, discret mais profond, était un refuge contre le monde hétéronormé de la mode. Amélie. Avec sa peau pâle constellée de taches de rousseur et ses mains calleuses d'artisane.
m'avait appris que la vraie force résidait dans l'authenticité. Appelle-la, me dit-elle par message ce matin-là. Sentant mon hésitation. Ton passé n'est pas une chaîne. C'est une toile à retisser. Les jours suivants furent un tourbillon. Je plongeai dans les archives de Maison Duval, redécouvrant les croquis de ma mère. Ces esquisses passionnées qui avaient révolutionné la couture dans les années 80. En intégrant des motifs inspirés des mouvements féministes. Élise m'accompagnait, nous partageant des anecdotes sur ses débuts. Quand elle cousait seule dans une mansarde de Montmartre. Rêvant d'un monde où les femmes pourraient s'habiller sans contrainte. J'ai toujours su pour toi, Sophie, confia-t-elle un soir. Alors que nous trions des échantillons de tissu. Ton amour pour les femmes. Cette douceur que tu portes en toi. C'est ce qui te rend unique. Pas une faiblesse. Ces mots étaient un baume. Effaçant des années de silence implicite sur mon orientation. Un tabou que notre famille bourgeoise avait feint d'ignorer. Mais le scandale s'amplifiait. Les médias, affamés, dépeignaient Camille comme une séductrice fatale. Et l'entreprise au bord de la faillite. Dimitri avait fui en Russie. Emportant des preuves falsifiées qui accusaient Maison Duval de pratiques illégales. Je passais des nuits blanches à contacter d'anciens fournisseurs. À reconstruire la chaîne éthique que Camille avait négligée dans sa frénésie. Et c'est là que l'idée germa, une collection salvatrice. Inspirée de notre histoire familiale. Des robes qui racontaient la résilience des femmes aimantes. Qu'elles aiment des hommes. Des femmes ou elles-mêmes. Amélie arriva un soir. Débarquant de Paris avec son sac de voyage rempli de prototypes. Sa présence fut comme un rayon de soleil perçant les nuages du Luberon. Je ne pouvais pas te laisser affronter ça seule. Dit-elle en m'embrassant dans l'ombre du vestibule. Ses lèvres chaudes contre les miennes. Un baiser qui raviva la flamme en moi. Élise nous surprit. Mais au lieu de détourner le regard. Elle sourit faiblement. Elle est belle. C'est Amélie. Comme toi. Ce fut le premier pas vers l'acceptation. Un fil ténu reliant nos mondes. Avec Amélie. Nous esquissâmes frénétiquement, des silhouettes fluides dans l'improvençal. Des broderies évoquant des lavandes entrelacées. Symboles d'amour caché qui s'épanouissent. Camille se joignit à nous. Repentante. Apportant son œil commercial. C'est génial. Sophie. C'est libérateur. Pour la première fois. Nous créons ensemble. 3 générations de femmes unies par le fil de la soie et du pardon. Pourtant. La crise culmina lors d'une confrontation explosive. Dimitri réapparut. Par un appel vidéo menaçant. Exigeant une rançon pour les documents. Ton entreprise est à moi maintenant. Camille. À moins que ta petite sœur ne paie le prix. Sa voix rauque. Accentuée d'un français approximatif. Fit bouillir mon sang. Nous nous réunîmes dans la salle de crise improvisée. Et ce fut Camille qui craqua en premier. Hurlant ses regrets. Son amour trahi. J'ai été stupide. Sophie. J'ai cru qu'il m'aimait pour moi. Pas pour l'argent. Amélie. Toujours la voix de la raison. Proposa un plan, utiliser nos contacts pour le piéger. Révéler ses propres fraudes. La nuit qui suivit fut la plus longue. Allongée auprès d'Amélie dans la chambre d'amis. Je confiai mes peurs, la peur de l'échec. De ne pas être à la hauteur. Tu le es déjà, murmura-t-elle.
sa main traçant des cercles apaisants sur mon ventre. Notre amour physique, tendre et passionné, fut un ancrage. Ses caresses effaçant les ombres du passé. Demain, nous les sauverons toutes, dit-elle. Et je crus en elle. En nous. Le jour J arriva avec un soleil implacable. Nous avions organisé une conférence de presse à Avignon, dans les remparts médiévaux, pour lancer la nouvelle collection, Liberté entrelacée. Les journalistes, attirés par le scandale, affluaient. Élise prit la parole en premier. Sa voix chevrotante mais ferme, ma maison Duval n'est pas seulement des robes. C'est l'histoire de femmes qui se battent pour leur vérité. Puis Camille, les yeux brillants, avoua son erreur, transformant la honte en force. J'ai aimé. J'ai chuté. Mais j'ai appris. Et moi, Sophie, je montais sur scène. Amélie à mes côtés. Nos mains entrelacées discrètement. Cette collection est pour toutes les amours invisibles. Pour les sœurs qui se déchirent et se retrouvent. Pour les mères qui apprennent à voir. Les applaudissements fusèrent. Et quand je révélai les preuves contre Dimitri des enregistrements qu'Amélie avait obtenus via un hacker éthique, le scandale bascula. Les autorités françaises s'emparèrent de l'affaire. Et Maison Duval renaquit. Plus forte. Avec une ligne dédiée à la mode inclusive. Les mois suivants furent une renaissance. Camille et moi co-dirigeâmes l'entreprise, intégrant des voix LGBTQ+ dans nos équipes. Élise, apaisée, nous regarda prospérer. Son cœur enfin en paix. Amélie et moi. Nous nous installâmes dans une petite maison près de la villa. Nos nuits remplies de rires et de projets. Un soir, sous les étoiles du Luberon, Élise nous réunit pour un dîner. J'ai légué l'entreprise à la mauvaise fille au début, dit-elle, levant son verre de rosé. Mais c'est vous deux, ensemble, qui l'avez sauvée. Et moi, avec. Dans ce moment, je compris la vraie valeur, non pas l'héritage matériel, mais celui des liens tissés dans la douleur. L'amour, qu'il soit sororal, filial ou passionné, est le fil le plus résistant. Et tandis que le Mistral chuchotait dans les oliviers, je serrai la main d'Amélie, sachant que notre histoire, comme nos robes, était faite pour durer. Mais la peine était qu'illusoire. Car les cicatrices du scandale saignaient encore. Quelques semaines après la conférence, une lettre anonyme arriva à la villa. Cachetée d'un sceau rouge sang, la vérité sur Élise Duval n'est pas ce que vous croyez. Le passé rattrape toujours les menteuses. Mon estomac se noie. Qui pouvait savoir? Amélie, sentant mon trouble, me prit dans ses bras ce soir-là. Son corps chaud contre le mien dans le lit au drap de lin frais. Quoi que ce soit, nous l'affronterons, promit-elle. Ses doigts glissant sous mon chemisier, allumant un feu qui chassait les ombres. Notre intimité était un sanctuaire. Ses baisers lents sur ma nuque me rappelant que l'amour lesbien, dans sa pureté, défiait les tempêtes. Élise pâlit en lisant la lettre. Ses mains arthritiques tremblant. C'est impossible, murmura-t-elle, s'effondrant dans un fauteuil Voltaire. Elle nous raconta alors un secret enfoui depuis 40 ans, dans les années 70. Jeune couturière ambitieuse, elle avait eu une liaison passionnée avec une mannequin italienne, Isabella.
Une lesbienne flamboyante qui posait pour ses premières collections. C'était l'amour de ma vie. Mais Paris était impitoyable. Mon père m'a forcé à rompre, menaçant de me déshériter. Isabella est partie. Brisée. Et j'ai épousé ton père par devoir. Les mots sortaient comme un poison libéré. Et je vis en elle un miroir de ma propre lutte, l'amour refoulé pour survivre. Camille, qui écoutait depuis le seuil, entra dans la pièce, les yeux écarquillés. Maman, tu as vécu ça. Et tu m'as jugé pour mon erreur avec Dimitri. La confrontation fut électrique. Des cris fusant comme des éclairs. J'ai voulu te protéger en te donnant tout. Camille. Pas te voir répéter mes fautes. Hurla Élise. Moi. Je restais silencieuse. Mais intérieurement, une vague de compréhension m'envahit. Notre famille n'était qu'un enchevêtrement de silence. De choix dictés par la peur. Amélie proposa d'enquêter sur la lettre. Avec ses connexions dans le milieu artistique underground de Paris. Elle contacta une amie détective privée. Léa. Une femme transgenre aux cheveux teints en bleu et au sourire espiègle. C'est du gâteau? Dit Léa lors de notre appel. Bientôt. Les pistes menèrent à un ancien employé de Maison Duval. Un tailleur aigri nommé Raoul. Viré par Camille pour incompétence. Il avait fouillé les archives. Découvert les lettres d'Isabella, des missives enflammées cachées dans un tiroir secret et menaçait de les publier pour se venger. La tension monta d'un cran quand Raoul envoya une photo, Élise et Isabella enlacées dans un atelier des années 70. Un moment volé d'intimité. Les tabloïds s'emparèrent de la rumeur. Titrant Le secret lesbien de la reine de la mode. Élise s'enferma. Refusant de manger. Son corps frêle semblant s'effacer. Je ne supporterai pas le jugement. Confia-t-elle à travers la porte. Camille et moi. Nous nous relayâmes pour la veiller. Nos propres blessures se refermant dans cette épreuve commune. Une nuit. Alors que la pluie martelait les volets. Amélie et moi descendîmes à la cave au vin. Cherchant un réconfort dans un château neuf du pape millésimé. Ton histoire familiale est comme un roman de Gide. Plaisanta-t-elle doucement. Mais ses yeux étaient sérieux. Nous nous embrassâmes là. Au milieu des tonneaux poussiéreux. Un baiser urgent. Désespéré. Nos corps se pressant l'un contre l'autre avec une faim née de la peur. Ses mains explorèrent ma peau. Défaisant les boutons un à un. Et je me perdis en elle. En nous. Murmurant des promesses d'éternité. Cet amour. Charnel et spirituel. Était ma boussole dans le chaos. Le lendemain. Nous confrontâmes Raoul dans un café d'Aix-en-Provence. Un lieu anonyme au mur ocre. Il était là. Voûté. Un homme de 50 ans au regard haineux. Vous m'avez jeté comme un chiffon. Camille. Maintenant. Je révèle tout, votre mère. Une lesbienne refoulée qui a bâti son empire sur des mensonges. Sa voix grinçait comme du gravier. Mais Élise, que nous avions convaincu de venir, se redressa. Sa voix résonnant avec une force oubliée. Oui. J'ai aimé Isabella. Et c'est cet amour qui m'a donné la passion pour créer. Publie ce que tu veux. Raoul. La vérité libère. Elle ne détruit pas. Ces mots, prononcés avec une dignité royale, firent taire l'homme. Il partit. Tête basse. Et les lettres ne furent jamais publiées.
Au contraire. Élise décida de les intégrer à une exposition, Amours oubliés. Une rétrospective sur les inspirations secrètes de Maison Duval. Les critiques applaudirent, voyant en cela un acte de courage. Une célébration de la diversité dans la mode française. Camille, transformée, commença à explorer sa propre vulnérabilité. Peut-être que je ne suis pas faite pour les hommes comme Dimitri, avoua-t-elle un soir, lors d'un dîner aux chandelles. Peut-être que je dois apprendre à m'aimer d'abord. Nous rîmes. Amélie et moi. Et pour la première fois, la maison résonna de joie véritable. Pourtant, le drama ne s'arrêtait pas là. Isabella, miraculeusement, était encore en vie. Vivant reclus à Florence. Élise, encouragée par nous, lui écrivit une lettre. Et bientôt, une rencontre fut organisée à la frontière italienne. Le voyage fut chargé d'émotions, la voiture serpenta à travers les collines de Ligurie. Et Élise, nerveuse, serrait un bouquet de lavande. Isabella, 70 ans. Cheveux blancs comme neige. Yeux encore pétillants. Les accueillit avec un sourire timide. Leur étreinte fut un chef-d'œuvre de pardon. Des larmes coulant librement. Sophie. C'est toi qui as rendu ça possible? Dit Élise en rentrant. Son visage illuminé. Et dans ce cercle de femmes mères. Sœur. Amante, je trouvais ma place. Non comme l'héritière volée, mais comme la tisseuse de liens. La collection Liberté entrelacée devint un triomphe. Vendue en édition limitée à Paris, Londres et New York. Mais le succès attira des ombres, un rival. Un designer parisien nommé Victor Langlois, jaloux de notre ascension, lança une campagne de diffamation, accusant Maison Duval d'appropriation culturelle dans ses motifs provençaux. Ils volent l'âme de la France pour leur lubie queer, titra un article venimeux. La presse, toujours avide, déterra le passé d'Élise, transformant son coming out tardif en scandale sensationnel. Camille, encore fragile, s'effondra sous la pression. Je ne suis pas faite pour ça. Sophie. Laisse-moi partir. Je vais me retirer. Ces mots, prononcés dans le bureau vitré surplombant les vignes, me brisèrent. Elle avait changé. Oui. Mais la culpabilité la rongeait comme un acide. Amélie, pragmatique, organisa une retraite pour elle à un centre de bien-être en Bretagne, près de la mer où elle avait grandi. Va guérir. Camille. L'entreprise a besoin de toi entière. Pendant ce temps, je plongeais dans la bataille juridique contre Victor. Avec l'aide de Léa, nous découvrîmes qu'il avait lui-même plagié des artisans marocains pour sa ligne exotique. La confrontation eut lieu lors d'une soirée de gala au Louvre, sous les regards des statues antiques. Victor, un homme bedonnant en smoking trop serré, ricana quand je l'approchai. Votre petite entreprise lesbienne ne tiendra pas, Mademoiselle Duval. Mais je sortis nos preuves. Un dossier impeccablement documenté. Et le lendemain, c'était lui qui faisait les gros titres pour escroquerie. Élise, revigorée par sa réconciliation avec Isabella, prit la parole publique. Dans une interview à France Inter, elle raconta son histoire sans phare, j'ai aimé une femme. Et c'est cet amour qui a inspiré mes créations.
Aujourd'hui, je célèbre tous les amours. Car la mode est liberté. Package. Les auditeurs appelèrent en masse. Des histoires similaires affluent, transformant le scandale en mouvement. Maison Duval lança une fondation pour soutenir les artistes LGBTQ+ en France. Avec des bourses pour jeunes designers. Amélie et moi. Nous nous mariâmes en petit comité dans un mas provençal. Entourés d'Élise. Camille revenue apaisée. Avec un nouveau tatouage de vague symbolisant le renouveau, et Isabella, qui avait fait le voyage. La cérémonie fut simple, vœux échangés sous un arbre de Judée en fleurs. Alliance en or blanc gravé de lavande entrelacée. Tu es ma muse. Ma force. Dis-je à Amélie. Nos lèvres se scellant sous les applaudissements. Ce baiser. Public pour la première fois devant ma famille. Fut une affirmation, notre amour n'était plus caché. Mais le vrai test vint plus tard. Camille, de retour, annonça qu'elle sortait avec une femme. Une journaliste mode nommée Margot. Rencontrée lors d'une interview. C'est différent. Libérateur. Confia-t-elle. Rougissante. Élise, les yeux humides, l'embrassa sur le front. Suis ton cœur. Ma fille. C'est tout ce que j'aurais dû faire. La famille s'agrandit ainsi. Un réseau de femmes fortes. Unies par des fils invisibles. Et moi. Sophie. J'écrivis un livre sur notre saga. Fils de soi et de cœur. Qui devint un best-seller. Célébrant la résilience queer dans la bourgeoisie française. Pourtant, au milieu de cette harmonie, une ombre personnelle me hanta, la peur de la maternité. Amélie rêvait d'adopter. D'offrir un foyer à une enfant orpheline. Imagine. Sophie. Une petite fille qui grandirait libre d'aimer qui elle veut. Ces mots me terrifiaient. Et si je répétais les erreurs d'Élise? Étouffant l'amour par ambition. Nous en parlâmes des nuits entières. Nos corps enlacés. Ses caresses apaisant mes doutes. Nous serons meilleurs. Ensemble. Finalement. Nous adoptâmes Lila. Une fillette de 5 ans aux boucles noires et aux yeux curieux. Arrivée d'un orphelinat de Marseille. Son premier « maman » à chacune de nous fut un baume. Effaçant les fantômes du passé. Aujourd'hui. Maison Duval prospère. Un phare de diversité. Et quand je regarde Élise. Vieillie mais sereine. Tenant la main d'Isabella lors des dîners familiaux. Je sais que le salut n'était pas dans l'entreprise. Mais dans le courage d'aimer sans peur. Le vent du Mistral porta bientôt un nouveau défi, une expansion internationale qui menaça de diluer l'âme de Maison Duval. Un conglomérat américain. Global Trades. Proposa une fusion. Promettant des millions mais imposant des coupes dans nos ateliers artisanaux. Élise s'y opposa farouchement, pas question de vendre notre histoire pour des chiffres. Camille. Pragmatique. Voyait les avantages, Sophie. C'est l'occasion de conquérir le monde. De porter nos valeurs queer à Hollywood. Les débats familiaux devinrent des tempêtes. Des dîners se transformant en arènes. Amélie. Neutre au début. Pris mon parti, l'argent ne rachète pas l'authenticité. Regardez ce qui est arrivé à tant de marques françaises avalées par les géants. Lila. Sentant la tension. Dessinait des robes sur des feuilles volantes. Ses crayons coloriant nos disputes d'innocence.
Je décidai de voyager seule à New York pour négocier. Armée de prototypes de notre nouvelle ligne Écho des Amours. Inspirée des correspondances d'Élise et Isabella. La ville était un tourbillon de béton et de lumière. Un contraste brutal avec la douceur provençale. Lors d'une réunion au sommet de l'Empire State. Face à des exécutives en tailleur sévère. Je présentais non pas des chiffres. Mais des histoires, chaque robe est un chapitre d'amour vécu. Pas fabriqué en usine. Une des dirigeantes. Une femme lesbienne nommée Harper. Fut touchée. Elle avait caché son mariage pour grimper les échelons. Au lieu d'une fusion. Nous signâmes un partenariat équitable, Global Trades distribuerait nos pièces. Mais nos ateliers resteraient intacts. Avec une clause pour former des artisans queer marginalisés. Le retour fut triomphal. Élise versa une larme en lisant le contrat. Tu as l'âme d'une couturière. Sophie. Et d'une guerrière. Camille. Impressionnée. Se rapprocha de Margot. Leur relation fleurissant en un partenariat solide. Elles lancèrent un podcast sur la mode inclusive. Invitant des voix trans. Bi. Et non-binaires. C'est ma façon de réparer. Dit Camille. Et je vis en elle la sœur que j'avais toujours désirée. Mais la vie. Cruelle dans sa tendresse. Frappa Élise d'une alerte cardiaque lors d'un défilé à Cannes. Nous nous précipitâmes à son chevet dans une clinique de la Croisette. L'air embaumant le jasmin et la mer. Ne me laissez pas partir sans vous dire. Murmura-t-elle. Sa voix faible. J'ai légué l'entreprise à Camille par peur. Peur de te voir souffrir comme moi. Sophie. Mais tu m'as sauvée. En me sauvant. Isabella. À ses côtés. Serra sa main, nous avons eu une seconde chance. Grâce à elle. Élise survécut. Plus fragile. Mais son esprit intact. Nous réorganisâmes la villa en un havre multigénérationnel, Lila courait dans les jardins. Apprenant à coudre auprès de Camille. Tandis qu'Amélie et moi organisions des ateliers pour jeunes lesbiennes de la région. Un soir d'été. Sous un ciel étoilé. Nous eûmes une fête, anniversaire de Lila. Célébration de la nouvelle collection. Les rires fusaient. Les verres tintaient. Amélie dansa avec moi. Nos corps se mouvant en harmonie. Un slow langoureux qui fit rougir Lila. Vous êtes magique. Dit-elle. Et je sus que l'avenir était là. Dans ces moments volés. Pourtant. Un dernier drama surgit, un incendie accidentel dans l'atelier principal. Ravageant des mois de travail. Les flammes. Attisées par un câble défectueux. Dévorèrent des rouleaux de soie irremplaçables. Camille pleura. Pensant à son podcast en péril. Élise. Alité. Murmura une prière. Mais Amélie. Héroïque. Dirigea les pompiers. Sauvant les archives numériques. De ses cendres naquit Phénix de soie. Une collection upcyclée à partir des tissus rescapés. Symbolisant la renaissance queer. Elle remporta le prix LVMH. Couronnant notre résilience. Aujourd'hui. Alors que le soleil se couche sur le Luberon. Je regarde ma famille, Élise et Isabella enlacées sur le balcon. Camille et Margot planifiant leur voyage à Tokyo. Lila dormant paisiblement. Amélie à mes côtés. Le scandale est un lointain souvenir. Remplacé par une tapisserie d'amour entrelacée. L'héritage n'est pas un legs matériel. Mais un legs d'âme libérée.
Et dans ce savoir, nous sommes immortels. L'hiver arriva tôt cette année-là, enveloppant Gord d'un manteau de givre qui craquelait les vignes nues. Avec lui vint une vague de froid intérieur, Lila tomba malade. Une grippe tenace qui la cloua au lit. Ses joues rougissantes contrastant avec la pâleur de ses draps. Maman Sophie. Ça fait mal. Gémissait-elle. Et mon cœur se serrait comme un poing. Amélie veillait, lui racontant des histoires de sirènes bretonnes. Mais je voyais l'inquiétude dans ses yeux verts. Élise, encore faible de son alerte, insista pour appeler un spécialiste de Marseille. C'est rien, ma petite. Juste un rhume de saison, dit-elle en caressant les cheveux de Lila. Mais sa voix tremblait. Camille annula un voyage à Milan pour rester, préparant des bouillons de poule hérités de notre grand-mère. Margot, solidaire, transforma le salon en nurserie improvisée, diffusant des dessins animés sur la mode pour distraire l'enfant. Cette épreuve nous unit plus que jamais, transformant la villa en cocon de soins. Je passais des nuits blanches à composer des berceuses, ma voix douce apaisant les fièvres de Lila. Quand je serai grande, je ferai des robes pour guérir les cœurs, murmura-t-elle un soir. Et je ris à travers mes larmes, imaginant déjà ses créations. La guérison de Lila coïncida avec une opportunité inattendue, une invitation à la Fashion Week de Paris. Non pas comme exposant, mais comme invité d'honneur pour un panel sur la diversité. C'est votre moment. Les filles, dit Élise, son regard pétillant de fierté. Nous préparâmes frénétiquement, Amélie cousit une robe pour Lila. Un petit chef-d'œuvre de tulle irisée. Tandis que Camille et Margot rédigeaient un discours percutant. À Paris, la scène scintillait sous les lumières de la semaine de la mode. Et le carrousel du Louvre bruissait d'excitation. Sur scène, nous étions un quatuor, Élise racontant son coming out. Camille son chemin vers l'acceptation bisexuelle. Amélie sur l'artisanat queer. Et moi, liant tout à l'héritage familial. Ma mère m'a légué une leçon, l'amour sauve. Même quand il scandalise. Les applaudissements furent tonitruants. Et Lila, perchée sur mes genoux, agita une fleur de lys factice. Mais derrière la gloire, un murmure persistait, Victor Langlois, non content de sa défaite, avait engagé un avocat pour contester notre partenariat avec Global Trades, alléguant concurrence déloyale. Les audiences au tribunal de commerce de Paris furent un calvaire, des heures de plaidoirie sèches. Des experts défilant avec des graphiques froids. Ils surfent sur le wok pour vendre, argua son conseil. Et je sentis la bile monter. Amélie m'arrochait, me massait les épaules après chaque séance. Ses doigts magiques dissipant la tension. Batte-toi avec le cœur. Pas avec la loi, murmurait-elle. Et nos nuits d'amour étaient des rituels de recharge. Ses lèvres explorant chaque courbe de mon corps avec une dévotion qui me faisait oublier le monde. Léa, notre détective fidèle, creusa plus profond et découvrit que Victor avait des liens avec Dimitri. Le fantôme russe. Une coalition secrète pour saboter Maison Duval. Les preuves email interceptées. Virements suspects furent présentés au juge. Et Victor s'effondra. Son empire chancelant. La victoire fut douce. Mais Pyrrhique, elle nous laissa épuisés. Questionnant le prix de la persévérance. Est-ce que ça en vaut la peine? Demanda Camille un soir. Un verre de vin à la main.
Margot endormie sur son épaule. Chaque bataille forge notre légende. Répondis-je. Et Élise hocha la tête, comme dans mes robes, les ourlets parfaits cachent des coutures renforcées. Le printemps ramena la vie, Lila. Guérit. Planta des lavandes avec Isabella. Riant aux éclats quand les abeilles dansaient. Nous lançâmes une ligne enfantine. Petit-fils d'avenir. Avec des vêtements non genrés. Célébrant l'innocence queer. Un jour. Une lettre arriva d'Isabella, elle proposait à Élise de s'installer à Florence à mi-temps. Viens partager les couchers de soleil sur l'Arno. Élise hésita. Nous consultant, suis-je trop vieille pour recommencer? L'amour n'a pas d'âge, dit Amélie. Et nous l'encourageâmes. Le départ d'Élise pour l'Italie fut émouvant, un adieu au Luberon avec un pique-nique sous les oliviers. Toast à l'amour tardif. Revenez souvent. Maman, dit Camille. Et Lila offrit un dessin, 2 femmes main dans la main sous un pont. Avec Élise partie. La villa sembla plus grande. Mais nous la remplîmes de nouveaux visages, un apprenti tailleur non-binaire de Lyon. Une styliste immigrée d'Algérie. Maison Duval devint un hub. Pas juste une entreprise. Et moi. Avec Amélie. Nous parlâmes d'un 2e enfant. Un garçon peut-être. Pour équilibrer notre famille arc-en-ciel. Prête? Demanda-t-elle. Ses yeux brillants. Avec toi. Toujours. L'été 2026 apporta une chaleur suffocante. Comme si le soleil provençal conspirait à faire éclore tous les secrets restants. Camille et Margot annoncèrent leur mariage. Une union civile à Paris suivie d'une réception dans un vignoble bordelais. C'est officiel. Je suis une femme amoureuse de femmes. Plaisanta Camille. Mais ses yeux trahissaient une joie profonde. Lila fut demoiselle d'honneur. Sa robe miniature virevoltant comme un papillon. La cérémonie fut un triomphe queer, discours hilarant de Léa. Vœux poétiques où Margot cita Verlaine. Ton âme est un paysage choisi. Amélie et moi échangeâmes un regard complice. Nos alliances scintillant au soleil. Élise. Revenue pour l'occasion avec Isabella. Versa des larmes discrètes, 2 filles mariées. Qui l'eût cru? Mais la joie fut tempérée par une nouvelle crise, un fournisseur clé en Inde coupa les ponts. Accusant Maison Duval de non-paiement, une erreur administrative de l'époque de Camille. Les médias. Toujours aux aguets. Titrèrent La maison queer en faillite éthique. Les commandes chutèrent. Et le doute s'insinua. Je volais à New Delhi. Amélie à mes côtés. Laissant Lila avec Élise. L'Inde était un assaut sensoriel, épices flottant dans l'air humide. Sari coloré dans les bazars. Nous rencontrâmes Rajesh. Le fournisseur. Un homme moustachu aux yeux perçants. Vous avez promis l'équité. Mais vos papiers disent le contraire. Gronda-t-il. Avec patience. Traductrice en main. Nous présentâmes les reçus. Révélant une fraude interne, un comptable véreux empochant les fonds. Rajesh. Convaincu. Non seulement rétablit le partenariat mais proposa une collaboration, intégrer des motifs indiens dans notre prochaine collection. Pont de soie. De retour. Nous célébrâmes avec un dîner indien à la villa. Lila dansant sur des rythmes de sitar. Pourtant, le voyage raviva un désir chez Amélie, et si on adoptait de là-bas? Un enfant qui porterait nos mondes. L'idée germa. Et bientôt, nous entamâmes les démarches pour adopter un garçon de 3 ans. Argin.
orphelin d'un village du Rajasthan. L'attente fut longue, remplie de paperasse et d'inspections. Pendant ce temps, Camille lança un défi, un concours de design pour jeunes talents LGBTQ+ français. Des centaines de candidatures affluèrent. Et la gagnante, une ado trans de 19 ans nommée Jordan, créa une pièce qui devint iconique, une cape fluide symbolisant la transition. Élise, depuis Florence, envoya des vidéos, elle et Isabella visitant des ateliers italiens, apprenant des techniques anciennes. Venez. Apportez Lila, invitait-elle. Nous y allâmes en train, traversant les Alpes en un voyage enchanteur. Florence était un poème, Duomo doré. Rue pavée de marbre. Lila s'émerveilla devant les statues. Argent fraîchement adopté. Ses yeux sombres curieux agrippant ma main. L'adoption d'Argent fut un chapitre émouvant, papier signé à l'ambassade. Vol vers Marseille. Puis la villa où la famille l'accueillit à bras ouverts. Bienvenue, petit frère, dit Lila, lui offrant un doudou lavande. Les premiers jours furent chaotiques, nuit hachée, pleurs nocturnes. Mais Amélie et moi tagames. Nos corps épuisés mais nos cœurs pleins. Un soir, alors qu'Argent dormait enfin, Amélie et moi fîmes l'amour lentement. Nos peaux moites sous le ventilateur. Un rituel de reconnexion. Nous sommes une famille, murmura-t-elle. Et je sus que oui. Au-delà des scandales. C'était notre vrai legs. Mais le destin, espiègle, réserva une surprise, Élise annonça son retour permanent. Après qu'Isabella eut succombé à une maladie brève. Elle m'a libérée. Maintenant je reviens pour vous, dit-elle. Brisée mais résolue. Son deuil fut un voile sur la villa. Mais nous le portâmes ensemble. Des veillées où elle racontait des anecdotes italiennes. Riant à travers les larmes. Camille organisa un hommage, une robe funéraire pour Isabella. Exposée à Paris. Avec un défilé commémoratif. Pour les amours qui s'envolent. Titra la presse. Et des milliers assistèrent. Transformant la perte en célébration. Avec Élise de retour. Nous rénovâmes l'atelier. Intégrant un espace mémorial pour Isabella. Argent grandit. Apprenant le français matiné d'Indy. Courant après Lila dans les champs. Et ainsi. La trame se tissait. Fil après fil. D'amour et de drame. L'automne suivant. Une opportunité folle se présenta, une collaboration avec une marque de joaillerie queer de Berlin. Pour une ligne capsule bijoux entrelacés. Camille. Enthousiaste. Partie en repérage. Emmenant Margot. C'est l'Europe unie pour la diversité. S'excita-t-elle. Mais à Berlin. Un incident éclata, lors d'une fête underground. Margot fut agressée verbalement par un groupe homophobe. Des insultes crachées dans une ruelle sombre. Camille rentra furieuse. Un œil au beurre noir pour avoir défendu son amour. C'est partout. Cette haine. Rageait-elle. Et nous organisâmes une manif à Paris. Mode sans frontières. Où des mannequins queer défilèrent en armure de tissu renforcée. La presse internationale couvrit. Amplifiant notre voix. Élise. Touchée. Écrivit une lettre ouverte, ma fille a combattu pour l'amour. Comme je l'ai fait en silence. Assez des ombres. Lila et Argent. Peignant des banderoles.
apprirent tôt la valeur de la lutte. Amélie. Pendant ce temps, lança un atelier en ligne pour parents queer, partageant nos joies et défis avec l'adoption. Être maman lesbienne en France, c'est naviguer des courants contraires, confiait-elle. Et les inscriptions explosèrent. Mais personnellement, je luttais, le poids de l'entreprise, de la famille élargie, me submergeait. Une nuit, je craquai, pleurant dans les bras d'Amélie. Je ne suis pas assez forte. Ses caresses, tendres, me ramenèrent, tu es la plus forte. Parce que tu aimes sans limite. Notre intimité cette nuit-là fut guérison. Un slow burn de baisers et de murmures, réaffirmant notre lien. Noël arriva. Un festin provençal avec dinde farcie et bûche au marron. Élise présida, racontant des Noëls d'enfance à Montmartre. Argin, émerveillé par les lumières, dansa une gigue indienne improvisée, faisant rire tout le monde. Pourtant, un appel de Florence changea tout, la nièce d'Isabella. Une artiste peintre lesbienne nommée Sophia hérita de la collection d'Isabella et proposa une expo conjointe à Venise. Nous y allâmes en famille. Gondoles glissant sur les canaux. Masques de carnaval cachant nos sourires. L'expo fut magique, toile d'Isabella inspirant nos robes. Un dialogue entre art et mode. Sophia et moi connectâmes, devenant amies, élargissant notre cercle. De retour. Une grossesse surprise pour Margot, via insémination. Un bébé en route. Une nièce ou neveu pour Lila et Argin, s'exclama Camille. La joie fut tempérée par les doutes sociétaux. Mais nous soutînmes, organisant des baby showers queer. Élise, sentant le temps filer, rédigea un nouveau testament, l'entreprise partagée équitablement entre Camille et moi. Avec des clauses pour Lila, Argin et l'enfant à venir. Pas d'erreur cette fois, dit-elle, nous embrassant. Le printemps fleurit avec la naissance, un garçon. Théo. Aux cris vigoureux. La villa s'emplit de nouveau-nés. Argin fasciné par ce petit frère minuscule. Et dans ce chaos joyeux, je réalisai, le scandale initial n'était que le début d'une odyssée d'acceptation. Où l'amour lesbien, familial, avait triomphé. L'été 2027 fut un vortex de célébration et de défis. Théo grandissait, gazouillant en français et italien grâce aux berceuses d'Élise. Nous lançâmes Écho des amours 2. Une collection voyageuse. Présentée à Tokyo. Où Camille et Margot brillèrent. Adaptant nos motifs à la calligraphie japonaise. Mais à Tokyo, un typhon frappa, annulant le défilé. Piégés dans un ryokan, nous rions de la poisse. Amélie et moi partageant un onsen privé. Nos corps nus dans l'eau chaude. Un moment de pure intimité. Même les tempêtes nous rendent plus proches. Murmura-t-elle. Ses lèvres sur mon épaule. De retour. Une controverse éclata, un influenceur conservateur accusa notre pub montrant des couples queer de propagande. Les boycotts fusèrent. Mais nos fans contre-attaquèrent. Sois libre trending mondialement. Léa traqua l'influenceur, révélant ses financements d'extrême droite. Et la marée tourna. Élise, à 65 ans, décida d'écrire ses mémoires. Fils caché. Un récit brut de son amour pour Isabella et sa maternité refoulée.
Le livre devint un phénomène. Traduit en 10 langues. Inspirant des femmes à sortir du placard. Lila, à 8 ans, remporta un concours scolaire de design. Sa robe arc-en-ciel familiale exposée à l'école. Arjun, 4 ans, chantait des comptines mixtes. Fusion indienne-française. Camille et Margot luttèrent pour l'égalité parentale. Plaidant pour des droits élargis aux familles queer en France. Leur victoire législative fut un jalon. Amélie et moi. Nous envisageâmes un sabbatique, un voyage en Bretagne. Racine d'Amélie. Là. Sur les falaises battues par les vagues. Nous renouvâmes nos vœux. Un rituel païen avec des amis lesbiens. Pour 10 ans de plus d'amour? Dis-je. Et ses larmes salées se mêlèrent aux embruns. Un automne. Élise nous réunit pour une annonce, j'ai un cancer. Mes filles. Mais je choisis de vivre pleinement. Le choc fut sourd. Mais elle refusa la pitié. Optant pour des traitements palliatifs et des voyages. Nous l'accompagnâmes à New York. Où Harper organisa un gala pour la fondation. Noël fut doux amer, rire autour du sapin. Élise lisant Le Petit Prince à Théo et Arjun. L'essentiel est invisible pour les yeux. Cita TL. Et nous savions. Le printemps 2028. Élise s'éteignit paisiblement. Entourée de nous tous. Isabella à son chevet virtuel. Son dernier souffle fut un sourire, sauvez-vous les unes les autres. Son absence creusa un vide. Mais son esprit perdura. Nous transformâmes la villa en centre culturel Élise Duval. Pour artistes queer. Camille prit la direction créative. Moi les affaires. Amélie forma les apprentis. Lila et Arjun grandirent en gardiens de l'héritage. Théo babillant des promesses. Théo. À 1 an. Marcha ses premiers pas dans l'atelier. Trébuchant sur des chutes de tissu. Et dans cette continuité. Le scandale originel sembla un conte lointain. Une étincelle qui alluma un feu éternel d'amour.